Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Alors au sommaire ce soir, des élus de gauche, des associations, des citoyens réunis au sein d'un collectif ont manifesté ce jeudi soir avant le conseil communautaire de la Casquie pour protester contre la baisse des subventions aux équipements culturels. Une opération de promotion du golf tout ce week-end avec des équipes d'Allemagne et d'Angleterre, une façon de faire connaître le golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Et puis lumière sur le Latmos, le laboratoire Atmosphère, milieu observation spatiale, ouvre ses portes ce samedi. Pour en parler dans quelques instants, son directeur Philippe Kiekut sera avec nous en plateau. Mais d'abord donc cette information concernant un réseau de pickpockets qui vient d'être démantelé. Il sévissait à la Tour Eiffel et au château de Versailles. 8 Roumains dont le mode opératoire était particulier. Ils achetaient leurs billets d'entrée, prenaient même des audioguides et se fondaient ainsi dans la foule. Une opération lucrative puisque ce clan familial pouvait envoyer jusqu'à 3 000 € par mois en Roumanie. Leur cible, les touristes asiatiques. La Maison de la Poésie à Guyancourt, la Maison de l'Environnement à Magny. Les hameaux vont prochainement fermer. Leurs missions seront redéployées. Moins de moyens également pour les salles de spectacle de l'agglomération. C'est contre tous ces choix budgétaires qu'environ 150 personnes se sont mobilisées ce jeudi soir lors du conseil communautaire. Conseil communautaire mouvementé ce jeudi soir, une séance perturbée par un collectif d'associations de citoyens et d'élus de gauche qui s'est constitué pour dire non aux coupes budgétaires décidées par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Des décisions prises tout récemment et qui sonnent le glas pour plusieurs structures, comme la Maison de la Poésie à Guyancourt qui va fermer ses portes. Je ressens un mélange de colère, de tristesse et puis de dégoût. On ferme une des rares maisons de la poésie en France, qui est le siège de la Fédération européenne des maisons de poésie, c'est pas rien. Il y a quand même chaque année 3500 personnes qui participent aux activités de la poésie, de la maison de la poésie, y compris avec le conseil général des Yvelines, le conseil maintenant départemental. Et oui, il y a 13 ans que ça existe, pourquoi ça va boucher d'un seul coup? Bon, je sais bien, il faut faire des économies, mais enfin bon, c'est toujours pareil, quoi. C'est toujours la culture à moyen, on commence par la culture et puis après on finit où? À Magny-les-Hameaux, la Maison de l'Environnement va également fermer. Tout a été caché jusqu'au dernier moment en nous mettant totalement de côté. Quand je dis nous, c'est les élus de 4 des 7 communes quand même. Alors on nous promet que la maison de l'environnement, la thématique de l'environnement va être reprise dans les différentes médiathèques, etc. Aujourd'hui, qui connaît un projet là-dessus? Personne. Du côté de la majorité, on évoque des économies à faire et une volonté de se recentrer sur les principales missions de l'agglomération. Les actions de poésie et de sciences seront reprises par le réseau des médiathèques. Aujourd'hui, l'État se désengage. On doit trouver, pour cette année, on a dû trouver 5,4 millions. On n'est pas là pour sacrifier quelque chose. Au contraire, on essaie de garder ce qui est de la compétence de l'intercommunalité et non pas venir abonder des programmes sur des communes. Que chacun s'assume. Il y a des équipements qui ont été voulus à un moment donné par les équipes précédentes, mais qui n'ont pas trouvé leur public. Qu'on ne venait pas nous dire que la maison de l'environnement est une réussite en fréquentation. Si, les sujets abordés, oui. Le sujet scientifique, oui. Donc c'est pour ça que nous souhaitons le garder et le réintroduire aujourd'hui dans le réseau des médiathèques pour que tout le monde puisse en profiter. La Maison de la Poésie, c'est pareil. Je veux dire, bon, c'est un bien grand nom pour 3000 visites. Outre la Maison de la Poésie et celle de l'Environnement, les salles culturelles connaissent également une baisse des dotations versées par la Casquie. C'est le cas de la Meurise et du Grenier à Sel qui perdent 170 000 €. L'année prochaine, on nous annonce une diminution supplémentaire de moins 33%, ce qui fait que c'est notre budget artistique de la saison entière. Et donc c'est la fermeture annoncée de la Meurise, du Grenier à Sel. Le collectif d'associations sera reçu dans quelques jours par les élus majoritaires. Une pétition circule. La première pétition qui a circulé, c'est celle sur la Maison de la Poésie, qui a déjà récolté plus de 2500 signatures. Et la dernière pétition demandant la réunion avec le maire, a reçu en l'espace de 4 jours plus de 1000 signatures. Donc on est assez confiant. Maintenant, tout reste à faire et à bâtir. Les dates de fermeture de la Maison de la Poésie et de l'Environnement ne sont pas encore connues. Cela pourrait intervenir à la rentrée. Autre changement, le musée de la ville va intégrer la médiathèque du Canal à Montigny une fois les travaux de rénovation terminés. Le collectif, nouvellement créé, promet d'autres actions à venir. Allez, nous allons maintenant parler science avec la journée portes ouvertes du laboratoire Latmos. Latmos pour laboratoire atmosphère, milieu, observation spatiale. C'est ce samedi entre 14h et 17h. Bonsoir Philippe Kiekut, vous êtes le directeur du Latmos. Qu'est-ce qu'on étudie dans votre laboratoire ?
Le laboratoire, on étudie tout ce qui concerne l'atmosphère, en sens général, l'ensemble des processus qui gouvernent notre atmosphère, et pas seulement l'atmosphère terrestre, mais aussi les planètes qui nous entourent. Et comme ça, on comprend les fondamentaux des processus qui peuvent régir une planète et son évolution. Alors 2015, c'est l'année de la lumière en France. Je ne sais pas si tout le monde est au courant que c'est l'année de la lumière en France en 2015, mais en tout cas c'est le cas. Et vous y participez justement en organisant ces journées portes ouvertes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir, observer, étudier? Alors, c'est international, c'est-à-dire que c'est quand même l'UNESCO qui organise ça. Il organise à chaque année une thématique où du coup tout le monde justement met en exergue autour d'un thème des choses qui sont d'intérêt internationaux et humanitaires. Cette année c'est la lumière et c'est vrai que la lumière c'est quelque chose qui est extrêmement important dans nos vies quotidiennes. Hein. Bon, il y a l'aspect de communication et médias, hein, mais il y a aussi c'est un outil formidable pour l'étude et pour les scientifiques. Alors nous, voilà, on est un laboratoire qui utilisons la lumière tous les jours dans nos études, soit pour les objets d'étude, hein, le soleil, les étoiles, soit comme élément d'instrumentation pour comprendre finalement, pour sonder l'atmosphère et mieux comprendre. Durant cette journée, justement, alors du coup, qu'est-ce qu'on pourra voir? Pardon, oui, alors qu'est-ce qu'on pourra voir? Alors, en fait, durant cette journée... Qu'est-ce qu'on pourra comprendre, surtout? Voilà, ce qu'on va pouvoir voir. Alors, on a focalisé... Bon, notre laboratoire, comme je l'ai dit, on a été récemment et encore maintenant très focalisé sur Mars, sur la comète Rosetta, et avec des thématiques qui sont finalement la vie a-t-elle existé ailleurs, comment elle se crée la vie. Donc là, on va vraiment centrer les présentations des ateliers et des présentations de laboratoire. Donc les gens vont vraiment pénétrer dans le laboratoire pour voir qu'est-ce qu'on fait, pour essayer de comprendre ces processus. Alors on simule les atmosphères et grâce à la lumière, on essaye de générer des choses qui vont ressembler peut-être à de la vie à terme. Ça veut dire que ce sont des ateliers qui seront assez ludiques parce que ce sont des fois des thématiques qui ne sont pas forcément abordables. Ces ateliers-là ne seront pas forcément ludiques parce que on sera face à de l'instrumentation de très haut niveau, mais ça permet de voir les chercheurs et permet de voir vraiment les installations à 50 cm de ce qui va se passer et comment on utilise la lumière pour faire ça. Et puis, à côté de ça, on aura aussi une exposition avec des petits ateliers qui permettront là de comprendre finalement comment la lumière interagit avec l'atmosphère et qu'est-ce qu'on peut étudier. Donc, par exemple, pourquoi le ciel est bleu, pourquoi les nuages sont blancs, pourquoi on a des beaux couchers de soleil. Justement, j'allais vous poser la question, pourquoi le ciel est bleu? Ah ben ça, c'est parce qu'on a une atmosphère avec des molécules. Et ça, si vous regardez les autres planètes, vous apercevrez que c'est noir tout autour, qu'ils n'ont pas d'atmosphère, ils n'ont pas de beau ciel bleu. Donc c'est l'atmosphère qui donne le ciel bleu. C'est notre atmosphère qui, avec voilà, les molécules d'oxygène, qui nous donnent ce ciel bleu. Alors pourquoi on a des beaux couchers de soleil? On a beaucoup de couchers de soleil parce que le soleil, quand il traverse l'atmosphère, justement, il enlève toute cette lumière bleue et on reçoit le rouge final du soleil qui se fait ce beau coucher de soleil. C'est important, ça, d'ouvrir comme ça son atelier, ses laboratoires au grand public, de vulgariser la science. C'est quoi? C'est créer des vocations? Alors, pour nous, c'est important. C'est-à-dire qu'on pense qu'effectivement, on a besoin et qu'il y a un besoin qu'on essaye auquel on essaye de répondre. Les gens, on voit bien que la science est quand même au cœur de beaucoup de choses, de beaucoup de débats. On voit avec le climat, etc. C'est quand même des questions scientifiques qui sous-tendent tout ça. Et donc, je pense qu'il y a une demande. Alors, bon, pour l'instant, les gens n'ont pas encore appris l'habitude d'avoir ces rendez-vous avec nous, bien qu'avec la fête de la science, etc., on essaye de créer ces rendez-vous. Et donc, on essaye au maximum, même si c'est pas notre mission première, de montrer comment on fait, comment on dépense l'argent public pour progresser dans ces questions. Et vous demandez à vos chercheurs d'être ultra pédagogues pour un grand public. On demande beaucoup aux chercheurs. On demande beaucoup aux chercheurs. On leur demande de trouver les fonds. On leur demande de faire de la recherche au niveau international, et on leur demande d'expliquer aux autres ce qu'ils font. Ouais. Et ça fait aussi partie. La pédagogie aussi fait partie de notre métier. Quand même. Le laboratoire a été mis en avant. Vous avez parlé effectivement de la mission Rosetta, parce que le LATMOS s'est distingué dans la conception du robot Philea, hein, dans le module d'atterrissage de la mission Rosetta. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment a travaillé le laboratoire sur ce robot? Bien sûr. Alors, c'est ce qui explique la difficulté un peu de ce que l'on fait. C'est-à-dire que ça, c'est des choses qui ont commencé il y a 30 ans, où alors justement, grâce à la diffusion
des panaches derrière les comètes. On étudiait finalement qu'est-ce qui s'échappait de la comète, mais avec évidemment beaucoup d'hypothèses, puisqu'on fait ça depuis la Terre, alors c'était quand même compliqué. Donc là, un grand pas a été franchi en se posant dessus et en tournant autour pour avoir plus de détails sur la composition, sur l'ensemble, sur la composition alors des masses, comment se répartissent les masses, et aussi quelle est la composition vraiment chimique de ces objets tout à fait particuliers. Et donc, il y a eu les épisodes, mais effectivement, nous, en public, en public, on a surtout assisté à l'atterrissage de Philae un peu compliqué sur ses 3 pattes. Voilà, mais du coup, sérieusement, aujourd'hui, est-ce qu'on étudie, Philae envoie des données, est-ce que c'est Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, Philae fait partie de la mission Rosetta, et Rosetta tourne autour et continue de tourner autour de la comète. Et donc ça, déjà, c'était le cœur de la mission et qui nous permet de rapporter beaucoup d'informations. On le voit bien avec les satellites, on n'a pas besoin de se poser pour avoir l'ensemble des informations. Donc on a déjà beaucoup d'informations et tout ça est un succès total. Après se greffer sur cette mission, une première qui a fait un peu l'émoi et un peu la particularité, c'était de se poser sur un objet qui avait très peu d'attraction. Et donc là, il y avait un défi technologique en même temps. Donc ça s'est posé plus ou moins bien, mais les scientifiques, on ne l'a pas trop dit au début, mais pensaient que peut-être ça ne se poserait pas du tout. Donc finalement, pour nous, c'est un succès et technologique de cette posée. Et malgré tout, on a récupéré beaucoup d'informations sur les phases de pose et d'atterrissage de Philae. Donc ça aurait pu être mieux, bien sûr, il aurait pu se réveiller, il aurait pu donner d'autres mesures, mais pour nous, la mission est quand même un total succès. Est-ce que ça veut dire que samedi, les visiteurs pourront rencontrer ceux qui ont travaillé autour de la mission Rosetta? Alors, ceux qu'on rencontrera, on ne sait pas encore qui exactement sera là. En tout cas, ils verront des maquettes et on leur reparlera de tout ça et de comment on regardait effectivement les comètes avant Rosetta et ce que ça a pu apporter. Donc c'est samedi entre 14h et 17h, donc le laboratoire Atmos qui ouvre ses portes. Si vous voulez tout savoir sur l'atmosphère, c'est gratuit. C'est gratuit, bien sûr. Les tout le monde doit venir en famille. Alors voilà, les ateliers sont plutôt, enfin pour rentrer dans le laboratoire, on préconise plutôt d'avoir plutôt 10 ou 12 ans parce que du coup c'est un peu technique, donc pour pas que les petits s'embêtent de trop. Mais on a fait justement une exposition à côté pour que les petits puissent s'attendre les grands. Donc il faut venir en famille et puis il y en aura pour tout le monde. Voilà, donc si vous voulez savoir à nouveau et tout comprendre sur pourquoi le ciel est bleu, pourquoi le coucher de soleil est parfois si beau, rendez-vous donc au laboratoire L'Atmos, c'est samedi entre 14h et 17h et en plus c'est gratuit. Merci beaucoup d'être venu sur le journal. On va quitter l'espace maintenant pour revenir sur Terre. Comment embellir son jardin avec de simples astuces, des matériaux de récupération et parfois le système D. Un atelier était proposé à la Maison de l'Environnement dans le cadre de la Fête de la Nature. Mélanie Poquet, Patrick Jacques de Dixmude. Mais les jardinages et récupération, drôle d'idée? Pas tant que ça. À la Maison de l'Environnement, on a prouvé que les deux étaient compatibles. Alors c'est de sensibiliser à la fois au recyclage, à la fois au respect de la nature, de montrer également qu'on peut, même lorsqu'on n'a pas forcément un jardin, on peut quand même faire pousser des plantes. On peut non pas jeter certains objets de la maison, mais les récupérer pour faire des pots de fleurs, pour faire des jardinières. Voilà, c'est une sensibilisation globale. Des clous, un marteau et quelques palettes récupérées. Pas besoin de plus pour réaliser soi-même du mobilier de jardin. La palette, une ressource facile à trouver. Les palettes, maintenant, toutes les palettes qu'on va trouver, sauf celles qui sont vraiment très vieilles, sont avec un traitement qui est haute température. Dans le meilleur des cas, ou pas traité du tout. Et c'est un traitement en fait qui va juste retirer l'humidité du bois, donc qui est pas un traitement du tout chimique, qui pose pas de problème pour les sols. Il est joli parce qu'en plus on pourrait planter des plantes dedans. Et si vous n'avez pas les moyens d'acheter jardinière ou pot de fleurs, de simples bouteilles d'eau ou boîtes de conserve peuvent faire l'affaire. Le jardin décoré, il faut aussi y faire pousser des plantes. Et Saint-Quentin en transition a une solution. Intéresser les enfants à jeter des graines par l'intermédiaire d'un boule à graines qui est constitué avec du terreau et de l'argile dans lequel on malaxe des graines. Et ensuite, on les invite à les jeter à des endroits où ils pensent qu'il pourrait y avoir un petit peu plus de végétation. Avec l'été qui approche, voilà quelques petites idées pour embellir votre jardin.
Allez, on passe au sport maintenant. Aujourd'hui, au Golf National de Saint-Quentin, en Yvelines, c'est la Ryder Cup avant l'heure. Un événement organisé par la ville en partenariat avec l'ASMB Golf qui a réuni les équipes des villes jumelles de Montigny-le-Bretonneux autour d'un petit championnat sur les parcours qui accueilleront les professionnels, par exemple lors de l'Open de France début juillet. L'objectif, profiter de la préparation de la Ryder Cup pour créer une nouvelle synergie avec les villes jumelles autour du golf. On va écouter l'organisateur ainsi qu'un golfeur au micro de William L. C'est une initiative de Michel Laugier il y a environ un an qui nous a demandé de monter cet événement, de monter cette rencontre amicale. Donc ont répondu présent les Allemands de Kierps, les Irlandais de Wicklow et les Anglais de Denton. C'est donner un avant-goût déjà à nous. C'est de voir également, parce que pour la Ryder Cup, on va avoir besoin de toutes les forces de la ville nouvelle. Donc c'est un petit peu un test pour nous et c'est pour ça qu'on est appuyé aujourd'hui par la Fédération française de golf. Le président va venir tout à l'heure. J'espère que je serai surtout à la hauteur, parce que l'Albatros, c'est pas un parcours facile. L'objectif numéro 1, c'est de me faire plaisir, de nous faire plaisir, de faire plaisir à nos invités. Mais le meilleur plaisir qu'on puisse leur faire, c'est de les battre, forcément. Et je vous propose maintenant un retour sur l'actualité de la semaine écoulée. La ligne 18 du Grand Paris Express doit relier dans plusieurs années l'aéroport d'Orly à Versailles-Chantier en passant par Saint-Quentin en Yvelines. Avant l'enquête publique qui va démarrer en janvier, des réunions de concertation sont organisées en ce moment même. Ce mercredi soir, elles se déroulaient à Guyancourt. 400 personnes y ont participé. Une salle comble, 400 personnes pour mieux comprendre les enjeux de la future ligne 18 du Grand Paris Express qui doit relier Orly à Versailles-Chantier en passant par Saint-Quentin en Yvelines. Les interrogations sont nombreuses. Ça peut nous intéresser, oui. On va habiter Guyancourt, donc c'est quelque chose qui nous intéresse pour notre avenir. J'habite à Vauzannes-Bretonneux, sur le site de la Bretonnière, donc qui a priori sera juste en face de la gare. Donc je voudrais savoir les impacts que ça pourrait avoir. De l'autre côté, je suis pas contre le projet, je voudrais juste savoir comment ça va défigurer le quartier. La fonctionnalité est intéressante. La liaison avec Orly, c'est sûr que c'est un plus. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que en regardant les photos, parce que c'est là-dessus qu'on se rend compte du passage effectif. Ça passe au-dessus d'un des étangs de la Minière et c'est quand même un endroit qui est superbe. La ligne 18 fait partie du Grand Paris Express, une sorte de super métro automatique autour de Paris. À Saint-Quentin en Yvelines, la gare sera construite aux abords des terrains Thalès, près du Technocentre, sur le territoire de Guyancourt. L'arrivée à Saint-Quentin en Yvelines se fait en souterrain. Le souterrain commence à peu près au niveau du Golfe National et puis on rentre en souterrain. La gare elle-même de Saint-Quentin, il y aura bien sûr une émergence, un bâtiment voyageur, mais l'essentiel sera en souterrain et ensuite on continue en souterrain jusqu'à Satory et jusqu'à Versailles. Une partie en souterrain sur Saint-Quentin en Yvelines, par contre une autre partie cette fois en aérien sur le plateau de Saclay. Il y a une option qui a été prise qui fait un coût considérable de différence en faisant l'option en viaduc entre Palaiseau et Saint-Quentin, c'est environ 1 milliard d'euros en moins entre une version en souterrain. Donc on a estimé que sur cette partie du tracé, c'était tout à fait possible. Nous allons mettre au travail des équipes d'architectes à travers un concours spécifique pour réaliser un très beau viaduc. Une option dont ne veulent pas les maires de Magny, les hameaux et des communes alentours. Une réunion est prévue le 11 juin sur le secteur. Elle se promet d'être houleuse. Outre le viaduc, ce sont également les questions de viabilité financière de l'opération et de protection des terres agricoles qui sont posées par les associations. Probablement, il n'y aura pas suffisamment de trafic pour rendre la ligne rentable, si vous voulez. Bien sûr que tout le monde a envie d'avoir un métro à côté de chez lui. Le problème, c'est qu'il faut qu'un métro soit rentable. Et là, ils vont faire un métro à peu près identique à ce qu'il y a dans Paris, dans une zone qui est vraiment très peu dense. À partir du moment où vous mettez un métro sur un plateau agricole comme ça, vous n'avez qu'à voir les autres lignes de métro qui ont été faites. Vous urbanisez tout autour. D'ailleurs, c'est inscrit dans ce DRIF. Les lignes de métro, 500 mètres autour des lignes de métro, il faut faire de la densification. Donc, à terme, pour nous, c'est la mort du plateau agricole. L'enquête publique doit démarrer en janvier. Le chantier devrait prendre une dizaine d'années. L'ensemble du tracé du Grand Paris Express représente un investissement de plus de 22 milliards d'euros. Le dossier complet est consultable sur le site de la Société du Grand Paris.
Versailles, Alain Ducasse, une belle histoire d'amour gastronomique. Le chef étoilé s'approvisionne en effet totalement pour son restaurant parisien en fruits et légumes bio depuis le potager de la Reine. Le chef mécène du château a permis la remise en exploitation du jardin. Et parmi les produits cultivés dans l'enceinte, vous les voyez, des pommes de terre de Noirmoutier, dont c'était la première récolte cette semaine. Oui, c'est le potager récent, et en exclusivité. J'ai une passion pour la pomme de terre de Noirmoutier depuis longtemps, donc c'est pas nouveau. D'accord, oui. Puis donc pour les je vais racines. dire, tiens, on va la planter, parce que cette terre est très bonne. Mehdi nous dit, la terre est extraordinaire, mais c'est vrai qu'elle nous donne des légumes extraordinaires. C'est bien qu'elle est pas sursollicitée. Les animaux en dessous font leur travail. Il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas d'engrais. Voilà, et pour retrouver l'intégralité de cet entretien dans l'émission VYP diffusée prochainement sur TV Fil. Emploi maintenant. Le conseil départemental vient de présenter sa politique en faveur de l'insertion socio-professionnelle. Une convention a été signée avec Pôle emploi, facilitant la coordination des services. L'insertion professionnelle dans les Yvelines va ainsi s'articuler autour d'Activity, une association d'insertion, et la création d'une auto-école sociale. Explication. Multiples signatures ce matin entre le conseil départemental, Pôle emploi et l'État pour permettre une meilleure coordination des services départementaux et de Pôle emploi. Plusieurs signatures mais un seul but, l'insertion socio-professionnelle des personnes les plus en difficulté, les chômeurs longue durée. C'est des personnes qui sont confrontées à des difficultés de logement, des difficultés sociales, des difficultés de garde d'enfants, des personnes qui sont en risque d'expulsion par exemple, ou des personnes qui ont des problématiques de santé importantes. 1200 personnes devraient être accompagnées d'ici l'été par les 17 employés de Pôle emploi, associés à des binômes issus du conseil départemental. Les Yvelines ont vu une très forte augmentation du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active, autre cible de cette politique avec près de 38% en 5 ans. Le RSA représente 10% du budget du département. J'ai pas de voiture, j'habite en Grande Couronne, il n'y a pas de gare là où j'habite, donc je peux pas trouver un emploi. Ou comme j'ai pas d'emploi, je peux pas trouver un logement. Ou comme j'ai pas d'emploi, je peux pas acheter une voiture. Et voilà. Et tout ça fait que on va essayer d'apporter par réponse point par point, mais réponse en même temps. 2 autres initiatives ont été présentées ce matin, la création d'une auto-école sociale et le lancement d'Activity, une agence d'aide à l'emploi. C'est du personnel de la collectivité mis à disposition. Donc aujourd'hui, l'agence, c'est 9 personnes au niveau de Versailles, mais on est en train de constituer des équipes sur les territoires pour qu'elles soient en relation étroite avec les collectivités, avec les associations, avec tous les partenaires qui travaillent en direction de la question de l'emploi. Activity aura 1 voire 2 équipes sur Saint-Quentin en Yvelines. Pôle emploi recensait 87 880 chômeurs dans les Yvelines pour le mois de mars 2015. Et pour finir ce journal, on va partir dans les airs. Depuis 2011, l'aéroclub de Versailles propose des baptêmes aux enfants malades ou aux enfants en difficulté. La patrouille de France, c'était de la fête, et les journalistes de TV Fil 78 également. Il est midi, en ce samedi 23 mai, tous les regards se tournent vers le ciel quand soudain... Les Alpha Jets de la patrouille de France font leur apparition au-dessus de l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École. Une démonstration à l'attention d'une 50aine d'enfants venus en famille s'évader du milieu hospitalier qu'ils fréquentent au quotidien ou de leurs difficultés sociales. C'était trop beau, c'était beau, j'ai pris en vidéo et tout, c'était bien. Depuis 2011, année de son centenaire, l'aéroclub de Versailles organise des journées comme celle-ci. Les baptêmes de l'air s'enchaînent grâce aux pilotes bénévoles. Ouais, c'était bien, au début j'avais un peu peur et puis après ça allait. Ouais, après on s'y habitue vite en fait. C'est drôle. Des sponsors privés participent au financement de ces journées. Un baptême coûte une centaine d'euros, le prix d'un souvenir inoubliable pour les enfants comme pour les moniteurs. Et on a commencé en 2011 en pensant le faire qu'une année, que pour le centenaire. Et les enfants nous donnent tellement quand on les voit descendre de l'avion, leurs yeux qui brillent, le sourire, etc. On se dit, si je peux donner un petit peu de bonheur à ces enfants, on va continuer un petit peu à le faire, on va pas arrêter. Et donc avec l'aéroclub, on a décidé de continuer. Alors quand c'est des enfants handicapés ou des fois autistes, qui ne parlent pas, que quand ils sont là, on se demande même pourquoi on les a fait venir et les faire voler. Mais quand ils descendent de l'avion, vous les voyez les yeux briller, et puis qu'ils viennent, qui vous font un câlin, qui vous enlacent, voilà, le monde vous appartient, quoi. Ils vous ont donné le monde.
Près de 2000 enfants de la région ont déjà bénéficié de cette opération et ils seront encore plus nombreux à la fin de l'été puisque de nouvelles journées sont déjà programmées. Ah, tu as vu la Tour Eiffel? Oui. Est-ce que tu avais un peu peur d'aller dans l'avion? C'était bien? Comment j'ai fait juste voir, mais j'ai eu pas peur. Ah, c'est génial, surtout que ça fait 2 fois qu'on vient. On est venu en 2013, donc là, voilà, c'est la 2e fois. La première fois, je suis montée avec elle. J'ai eu droit aussi à mon petit diplôme. Et puis, elle est super contente, donc c'est génial. Voilà, des enfants et des parents heureux. Cette édition est maintenant terminée. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous de l'information locale, c'est lundi à 18h en direct. Je vous souhaite un excellent week-end.